Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Cette année, la FNSEA fête ses 70 ans. Nous reviendrons sur les temps forts de ces 70 ans avec Thierry Mérette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidé actuellement la FDSEA 29, déclinaison donc départementale du syndicat agricole. À vos côtés, Jean-Paul Bizien. Bonjour. Bonjour. Vous appartenez, vous êtes le président de la section nationale des anciens de la FNSEA. Donc on en parle tout à l'heure ensemble et on parle du monde agricole et de ses évolutions ensemble. Et puis nous finirons l'émission sur un air de musique cubaine. Ce week-end a lieu le festival Etchapaca qui vous emmène en voyage à Cuba, mais sans quitter l'opérette. Danse, musique et même cuisine cubaine à l'honneur. Nous en parlerons avec vous, Élise Castro. Bonjour. Bonjour. Et puis vous organisez ce festival et on aura le droit, on est chanceux aujourd'hui, à une démonstration de danse cubaine avec Day Vasquez et Roberto Rodriguez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 23 mars. Visite de chantier ce mercredi au Halles Saint-Louis à Brest. Après 10 ans d'attente, les commerçants vont emménager dans ces espaces rénovés sur le pourtour du bâtiment. En revanche, à l'intérieur, le projet final reste flou. Ni le budget ni le calendrier sont encore fixés. Explication avec Frédéric Lorenzon. C'est un long feuilleton brestois dont l'épilogue semble s'écrire doucement. 12 commerçants des Halles Saint-Louis emménagent en ce moment même dans des cellules commerciales flambant neuves. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle structure. C'est bien fait, c'est joli. Tous les commerces vont être refaits à l'identique. Donc, ce qui va proposer donc, pour l'extérieur des Halles quelque chose de sympa. Je pense que ça va être un bon projet. La mairie devait faire quelque chose. C'est vrai que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on était tenu par la compagnie Fasbourg. Dans l'attente toujours d'avoir quelque chose. Et là, c'est vrai que la mairie a fait quelque chose qui est joli. Je trouve que c'est bien. Oui, ça nous redonne envie de se battre, de continuer. Pendant que les dernières boutiques disparaissent, de nouvelles cellules sont aménagées pour y recevoir les commerçants de l'intérieur du bâtiment. Des commerçants ravis de déménager après 10 ans d'attente. Ce sera mieux, fini les travaux, on va être bien dehors, on aura une nouvelle clientèle, on va faire des nouveaux clients. La jeunesse est là pour continuer. Pour l'instant, le renouveau ne concerne que les pourtours du bâtiment. À l'intérieur, les intentions sont plus floues. En visite sur le chantier, l'élu en charge du dossier reste plutôt évasif. Ce que l'on sait, c'est quelle philosophie on va mettre en œuvre, c'est-à-dire des halles alimentaires, avec si possible, bien sûr, des manches debout, des possibilités de dégustation du produit proposé par le commerçant, ça va de soi. À quelle date les clients pourront à nouveau pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment? Step by step. D'abord, vous voyez qu'on est en plein travaux. Le mois prochain, ceux-ci seront terminés. Alors, vous êtes toujours en avance et c'est très bien, mais je ne vais pas répondre à votre question sur la date de réalisation du projet complet. Difficile de connaître le budget envisagé pour réaménager le bâtiment des Halles Saint-Louis. Il faudrait sans doute entre 5 et 10 millions d'euros, bien loin des 25 à 30 millions d'euros du projet de la compagnie Fasbourg, choisi en 2006 et abandonné fin 2014. Plus d'habitants mais moins de logements neufs en Bretagne. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'INSEE réalisée sur les 10 dernières années. Explication sur cet étonnant paradoxe avec Philippe Berthoud de TVR 35. Selon les dernières études de l'INSEE, attractivité oblige, un peu plus de 80 000 personnes s'installent chaque année en Bretagne, mais ils ne constituent que 35 000 nouveaux ménages. Le reste, c'est des habitants qui s'installent certes en Bretagne, mais rejoignent en fait des ménages qui sont déjà présents sur place. Donc ça peut être par exemple un étudiant qui revient chez ses parents, ça peut être un couple qui était séparé, qui revient dans son foyer, ou ça peut être des nouveaux habitants qui s'installent en Bretagne, mais dans des logements déjà existants, ça va être des maisons de retraite ou alors des internats. Et c'est ce qui permet de relativiser l'effondrement de la construction de nouveaux logements en 10 ans, passé de 44 000 en 2006 et seulement 19 000 en 2015. Autre phénomène relativement nouveau, le développement de l'habitat collectif, qui représente aujourd'hui 43% des constructions neuves.
C'est le résultat de politiques volontaristes des collectivités territoriales visant l'économie du foncier. L'objectif, c'est en termes d'usage de nos terrains, il faut qu'on puisse avoir un meilleur équilibre entre l'usage agricole, l'usage d'espaces naturels et puis l'usage urbain à destination des habitats, de l'habitation. Autre résultat important de cette étude, uniquement 3% des logements neufs sont occupés par des arrivants. Et si la Bretagne est majoritairement peuplée de propriétaires, à 66%, ce taux ne progresse plus. Si vous habitez à Douarnenez, vous avez peut-être déjà croisé un drôle de jardinier. Il se déplace à vélo et donne des conseils à ses clients pour qu'ils jardinent au naturel. Camille Pochet l'a suivi sur les routes de la cité des Pennes-Sardines. Faire les choses autrement, c'est le leitmotiv de Nathan Martin. Depuis 1 an, le jardinier sillonne à vélo les routes autour de Douarnenez. Son objectif, exercer son métier en émettant le moins de carbone possible. Je ne veux pas utiliser de pétrole dans les jardins. C'est pas pour utiliser du pétrole en allant dans les jardins ou avec les sous-produits, les déchets verts et tout ça qui sont traités en déchetterie avec beaucoup de pétrole. Donc il fallait se déplacer de manière douce, une mobilité douce et efficace, c'est le vélo. Et douce, efficace et utilitaire, c'est les vélos cargo. Là je peux prendre 120 kg dans la caisse qui est là et 60 à 80 kg derrière sur la remorque. Pour cela, il jardine à la main avec de vieux outils parfois oubliés. Et celle-là, c'est le fauchon passe-partout qui peut prendre les cailloux et les petits arbustes éventuellement. Ancien coursier à vélo à Londres et à Paris, l'idée de pédaler est venue rapidement. Son entreprise fête son premier anniversaire au mois d'avril et il trouve des clients sur cette terre douarneniste. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il enfourche son vélo. Son défi le plus difficile pour l'instant, il nous l'explique. C'était 140 kg depuis la pointe du vent jusqu'à Douarnenez, après l'élagage d'un frêne centenaire. Vous avez mis combien de temps ? À peu près 3 heures. Cet après-midi, il taille des rosiers et des pommiers chez l'une de ses clientes fidèles. Je ne voulais pas surtout de produits, etc. Et puis j'avais entendu parler, en fait, moi je me fie toujours beaucoup au bouche à oreille. Il n'est pas avare d'explications, etc. Et moi je suis toujours intéressée pour comprendre le pourquoi des choses. Bon, même si j'y connais pas grand-chose moi-même, mais j'aime bien essayer de comprendre et puis de faire, d'aller dans le sens de la nature, quoi. Ce jardinier militant explique et donne des idées. L'essence du projet Zéro Carbone réside dans l'action pédagogique. Dans mon travail, j'essaie de rendre les gens autonomes dans leur jardin. Dans l'idéal, s'ils n'ont plus besoin de moi, c'est que j'aurais vraiment bien fait mon travail. Nathan Martin continue à sillonner les chemins de Douarnenez et à semer ses idées respectueuses de l'environnement. Et puis 25e jour en solo sur le phare de Thévenec pour Marc Pointu. Aujourd'hui, notre Robinson volontaire hisse son pavillon. C'est dans l'instant Thévenec. Alors aujourd'hui, je vous propose d'assister à l'envoi des couleurs de l'association. C'est une tradition maritime ancienne que nous respectons. Donc chaque matin, j'envoie les couleurs et le soir, au coucher du soleil, je les rentre. Alors il s'agit d'abord, bien sûr, d'amarrer le pavillon en faisant en haut et en bas du guindant un nœud d'écoute. Alors pendant que tout cela se prépare, je vous explique la symbolique du pavillon. Il est partagé en bleu marine et blanc. La partie bleue représente la nuit, la partie blanche la lumière. Et de cette partie blanche au centre partent 4 raies rouges qui représentent respectivement les 4 zones d'éclairage des côtes de France. La première, la Manche, puis l'Atlantique, la Méditerranée et l'Outre-mer. Eh bien écoutez, c'est en votre couleur, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était Marc Pointu qui, en tout, restera donc 60 jours dans le phare de Thévenec. Son objectif, attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Il y a 70 ans naissait le plus grand syndicat agricole français, la FNSEA. L'occasion pour nous de revenir sur 70 ans d'évolution dans le monde agricole finistérien. En 1947, 2 ans après la création de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, sa filiale locale, la FDSEA, voit le jour dans le Finistère. Alors avant de retrouver nos invités, je vous propose de revenir sur l'histoire de ce syndicat en images.
La bannière rayée blanche et verte a été de presque tous les combats agricoles ces dernières années, comme lors des manifestations qui conduiront les agriculteurs à Paris en septembre dernier. La FDSEA s'est imposée depuis 1947 comme le syndicat agricole du Finistère et de la France. À sa création, c'est Guillaume Pérez de Banalec qui prend la tête du syndicat, mais c'est la figure d'Alexis Gourvenec qui marquera le mouvement pendant les années 50 et 60, avec un point d'orgue, la crise de l'artichaut. Elle aboutit en 1961 à l'arrestation du leader syndical et à un rassemblement de plus de 5000 paysans. Depuis, la vie agricole continue d'être rythmée par les manifestations. En 1999, la FDSEA organise les premiers états généraux de l'agriculture dans le Finistère et prend ensuite la tête de la chambre d'agriculture du département. Thierry Mérette est l'actuel président du syndicat. Il a été réélu d'une courte tête en avril 2015. Il occupe ce poste depuis 2005. Peu d'argent supplémentaire pour nous faire vivre, nous, dignement. Voilà Thierry Mérette qui est aussi en plateau avec nous aujourd'hui. Alors pour rappel, le Finistère, c'est le 5e département agricole français. On y compte 8000 exploitations professionnelles. Jean-Paul Bizien, vous êtes le président des anciens de la FNSEA. Je raccourcis un peu, mais en gros c'est ça. Quel est l'élément, selon vous, qui a bouleversé le monde agricole depuis ces 70 dernières années, depuis l'existence du syndicat ? La volonté de sortir de l'impasse agricole. Nous étions sur des petites exploitations au niveau... il y a 70 ans. Il y a 70 ans, oui. Moi, je suis installé... en 61, j'étais en Algérie quand il y a eu la crise à Morlaix. Mais en 65, je suis installé. Ben, c'était des petites fermes. Il y avait 30 000, figurez-vous, il y avait 30 000 exploitations faisant du lait dans le Finistère. Juste dans le Finistère et juste pour le lait. Aujourd'hui, c'est 8 000 en tout, voilà. Tout producteur confondu. Oui, et voilà. Donc, ce qui a changé pour vous, c'est le passage de petites exploitations aux grosses exploitations. Ça a été l'enjeu. Il fallait qu'on sorte de là. C'était le développement. On voit Thierry qui a envie de réagir. Non, oui. Juste rajouter que c'était une obligation. On est ici, on dit le Finistère, ça fait fin de la terre, mais en breton c'est Penarbed, la tête du monde, et il fallait se battre il fallait laisser des gens aller ailleurs, mais il fallait aussi permettre à une économie de se développer, et elle s'est développée grâce à l'agriculture et à l'agroalimentaire dans les années 60, par nos parents et grands-parents. Alors, ce qui a changé depuis la fin de la guerre, depuis les 70 dernières années, c'est les enjeux européens. En quoi le syndicat a su accompagner les agriculteurs et peser dans le débat de l'agriculture européenne, Thierry Mérette ? Bien, je crois que les Bretons ont été toujours pro-européens. Maastricht en 92, alors ça peut être vieux pour certains, mais c'est aussi grâce à la Bretagne et à l'Alsace que la France avait voté favorablement. Et c'était lié aussi au vote parce que la Bretagne a profité, je dis, on était encore assez nombreux à l'époque pour pouvoir nous développer une agriculture familiale grâce à l'Europe qui à l'époque était une Europe à 6. Faut la rappeler, on n'est plus dans la même Europe, on n'est pas dans une Europe à 28 comme aujourd'hui. Parmi les évolutions de ces 70 dernières années aussi, la place de l'écologie. Aujourd'hui, Jean-Paul Bizien, comment vous l'avez vu évoluer cette place de l'écologie ces 70 dernières années, comme une contrainte ou comme un enjeu primordial qui s'imposait de plus en plus dans l'agriculture ? Pour moi, c'est une contrainte. Ouais. Pour les exploitants, l'écologie telle que certains voudraient la voir se mettre en place, c'est une contrainte certainement. Mais je trouve que l'agriculture que l'on produit au niveau de la Bretagne est une bonne agriculture. Nous avons... Parce qu'elle a su justement... Absolument, elle a su se maîtriser. On n'est pas non plus... on n'a pas... Les critiques sont faciles au niveau de l'écologie par rapport aux paysans. Or, aujourd'hui, les paysans ont toujours su maîtriser, n'ont jamais voulu empoisonner personne. Je crois qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population est quand même un axe fort
dans cette vie et cette bonne nourriture qu'on a quand même servi aux citoyens. Donc l'écologie, une contrainte à la base, mais qui a su aujourd'hui faire partie du oui, paysage. Mais bon, l'écologie à la base a un coût. Ouais. C'est un coût. Et c'est vrai que les mises aux normes, si vous parlez des mises aux normes, on peut bien en parler, ça a été le droit de produire. Ça n'a pas apporté un sou de plus. Ça a été un droit de produire. Au niveau du lait, je connais. Les quotas laitiers ont été mis en 84, les normes européennes laitières en 92. Je participais, moi, en tant que représentant de la FNPL, à lait, donc au ministère de l'écologie. Heureusement qu'on est arrivé, parce qu'on voulait nous interdire tout, le dépôt de fumier en bout de champ, etc., etc. Donc, non, mais il faut. On a la chance d'habiter. C'est là où le syndicat, où on voit le rôle du syndicat, qui accompagne les agriculteurs, qui les défend. Et on a la chance d'être une région nombreuse au niveau de la Bretagne, c'est important. Où il y a un poids. Au niveau de l'Ouest, quoi. On va avancer un peu, messieurs, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Au niveau national, la fédération est gérée par Xavier Belin, qui est souvent, on lui reproche son productivisme. Il est critiqué comme étant loin des préoccupations des petits éleveurs. Est-ce qu'il vous arrive, Thierry Mérette, de pouvoir être en désaccord avec la Fédération nationale quand on gère une section locale d'un grand syndicat qui est majoritaire en France, pas que dans le Finistère? Mais une FDSEA, d'abord, ça veut dire Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Donc on a dans chaque commune et au niveau de chaque canton, c'est comme ça que moi je me retrouve à la tête de la FDSEA du Finistère, uniquement parce que je suis reconnu par mes pairs au niveau de mon territoire. Ensuite, une FDSEA, elle est une parmi les 100 autres de chaque département français. Mais est-ce que là, pour le coup, je parle de celle du Finistère, puisque vous êtes là, est-ce que si vous êtes en désaccord, on n'est pas d'accord toujours, bien évidemment, et on le fait savoir. On est à jour de nos cotisations. Et le Finistère a toujours, et dans son histoire, a toujours été rebelle. Et on continuera d'être rebelle pour défendre les paysans finistériens et l'économie finistérienne. La réponse est claire. Merci Thierry. Des actions coup de poing, il y en a eu, il y en a, lancées par la FDSEA. C'est parfois ce que vous reprochent les autres syndicats. On va écouter des représentants de la Confédération paysanne et de la coordination rurale au micro de Julie Sicot. La coordination rurale s'est créée avec une dissidence par rapport à la FDSEA en 1992, par rapport à la politique agricole commune. Nous, on a les mêmes positions au niveau local, européen et français. Ils vont avoir un discours local qui plaît aux agriculteurs et ils vont avoir le discours qui est réalisé en Europe. Dans nos projets, on privilégie le projet humain avant le projet économique, même si les deux sont liés. Les agrandissements, on voit bien aujourd'hui, plus que jamais, dans la conjoncture, même les gens qui ont voté la FDSEA ne s'y retrouvent plus. Lors des dernières manifestations agricoles, pour moi, il y avait trop de casse. Il y a d'autres méthodes. On peut bloquer des voies express sans être obligé de casser et incendier des pneus. Ce que demande la FDSEA, nous, ça fait longtemps qu'on le demande. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, c'est leurs adhérents qui sont sur les ronds-points, où même certains sont excédés, ils ont quand même jusqu'à les casser. Nous, on est complètement contre ça. Voilà, donc ça c'est l'opinion des deux autres syndicats. Dans le conflit actuel, on le voit, est-ce que c'est difficile d'être fédérateur justement quand on est syndicat agricole? On l'a vu lors des dernières actions coup de poing, il y a eu des actions qui ont été faites sans consigne des syndicats, des électrons libres, un petit peu des agriculteurs qui ont agi seuls. Je pense en particulier aux actions devant la Chambre d'agriculture, au domicile du député Richard Ferrand. Comment on fédère dans la crise, Thierry ou Jean-Paul? Celui qui veut répondre, on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à un esprit individualiste dans tous les citoyens. Et en général En général. Alors que nous, on veut une défense collective. Il faut une défense collective. Individualiste, c'est pas possible. On a toujours vécu unis. La discussion est permise, le débat est permis. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il y a une majorité qui se dégage. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'esprit syndical, eh bien, il faut le maintenir. C'est vrai qu'il y a toujours des situations, je dis, individualistes et dangereuses. Donc combattre l'individualisme et vous appelez à rassembler... On ne s'en sortira qu'en étant unitaire, au-delà du monde agricole,
Je rappellerai que les artisans, les commerçants, tout le monde dépend aujourd'hui de cette économie agricole et agroalimentaire et que le Finistère, il faudra jouer collectif. On va juste terminer avec un mot sur les jeunes agriculteurs parce que une des particularités de la FNSEA, c'est d'avoir eu très rapidement, 10 ans après sa création, son syndicat des jeunes agriculteurs, en fait, pour les moins de 35 ans. On écoute tout de suite Sébastien Louzaouen qui dirigeait jusqu'à cette semaine les JA du Finistère. Par rapport à cette pyramide des âges-là, nous les jeunes, on doit être force de proposition aussi pour l'évolution de nos structures comme nos coopératives, nos organisations de producteurs. C'est à nous aussi de donner là pour nous qui serons là encore demain et après-demain pour dire ce qu'on souhaite pour l'avenir de notre agriculture. Et ça, depuis tout temps, ça a toujours été les jeunes qui ont insufflé un peu l'évolution de la structuration agricole dans le Finistère, quoi. On va finir là-dessus. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce que dit Sébastien Louzaouen sur la nouvelle génération? Évidemment, puisque j'étais jeune avant lui. Et ce qui me rassure, c'est que nos jeunes du Finistère partagent les mêmes valeurs et la même volonté de vouloir vivre et travailler au pays. Et c'est ça qui me donne encore envie de continuer et de faire en sorte d'accompagner tous ces jeunes-là qui veulent... De continuer votre engagement. Oui. Merci beaucoup Thierry Mérette et Jean-Paul Bizien. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Deuxième édition du festival Etchapaka à l'Opérette ce week-end. Ça signifie « Viens par ici ». Une véritable invitation au voyage puisqu'on y trouvera des concerts de musique cubaine, des initiations à la danse et même un repas cubain. Élise Castro, c'est vous qui organisez entre autres ce festival. Vous êtes vraiment le porteur de projet. Vous êtes cubain, vous résidez en France depuis 15 ans. C'est ça, Élise? Tout à fait. Est-ce que la culture cubaine est appréciée en France? Eh bien, je dirais que la culture cubaine est appréciée un peu partout en Europe, mais ici en Finistère, on a, avec nos cours de danse, la salsa et avec les voyages culturels à Cuba, on a vraiment développé ça au Finistère. C'est comme ça qu'on a lancé une première édition l'année dernière d'Etchapaka et qu'on se relance encore pour une deuxième édition. Pour une deuxième. Voilà. Alors, est-ce que la communauté cubaine du Finistère est nombreuse? Vous êtes déjà 3? On est déjà 3, on n'est pas nombreux, mais on attire les Cubains ou les amateurs plutôt de la culture cubaine qui viennent d'un peu partout, de Paris, du sud, de l'Italie, voilà, c'est un festival international. Dai, qu'est-ce qui caractérise, et je vais demander à Roberto aussi après, la culture cubaine selon vous? N'oubliez pas de prendre votre micro. Qu'est-ce qui caractérise la culture cubaine? En fait, c'est simplement la joie de vivre, la danse, la musique, ce partage en fait qu'on a chez nous. Voilà. On regroupe en fait tellement des choses. On est accueillant, on est chaleureux. Il y a toutes ces caractéristiques-là qui regroupent notre culture. Il y a des côtés danse pendant le festival Etchapaka, je le prononce bien, Etchapaka, c'est comme ça qu'on dit. Il y a des stages de salsa, de bachata, de zumba. Quand on est non initié, on peut y aller ou on va se faire mal? Pour cette édition particulièrement, on fait un pass découverte pour tous ceux qui n'ont jamais dansé, qui veulent découvrir et qui veulent s'initier en journée stage, en soirée, concert et fête, carnaval. Roberto, qu'est-ce que vous nous conseillez si on va à un événement pendant le festival où on veut tester une danse, qu'on ne connaît pas bien la culture cubaine, vous nous conseillez quoi? Alors, quand on ne connaît pas cette culture cubaine, qu'on partage tous ici en Finistère, le meilleur moyen de la connaître, la partager avec nous, c'est de venir au festival Etchapaka à découvrir ce type de danse latine qui nous met le feu dans les veines. Du coup, il faut venir faire d'initiation, venir aux soirées et se rendre compte que c'est quelque chose de merveilleux. Eh ben, vous nous donnez trop envie de voir, alors on va vous laisser aller vous installer. Vous allez nous donner un petit aperçu. Je vous laisse vous installer juste le temps pour moi. Donc allez-y sur la scène. Juste le temps pour moi de dire merci donc à Thierry et Jean-Paul, de dire au revoir aux téléspectateurs. On va se quitter donc sur un air de danse, mais on se retrouve bien sûr demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et tout de suite, on finit avec de la danse. Je vous en prie, on vous regarde. Hay que tener